a de plus en plus de cancers, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais par contre, ce qui est très inquiétant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'adultes jeunes qui, à 30-35 ans, ont un cancer. Et aussi les cancers de l'enfant, qui étaient minimes de l'ordre de 20% très longtemps, a dépassé de 2%, ils continuent de croître. Et ça, c'est évidemment en relation avec un environnement qui est de plus en plus cancérigène. Et dans l'environnement, il faut intégrer l'alimentation. Je ne peux pas développer, et je pourrais vous en dire plus, c'est reconnu officiellement. L'environnement intègre l'alimentation, ce qui fait que, bon an, mal an, c'est plus de 90% des cancers qui sont reconnus en relation avec l'environnement. Et pas 2 à 3% comme s'acharnent à le dire les académies de médecine et des sciences. Il faut savoir que les académiciens, comme le Sénat, c'est un frein majeur pour éclairer les consciences. Je suis désolé de vous avoir à dire, j'ai une fondation scientifique, mais là aussi, quand ils sont élus à l'académie, ils sont hors sol. C'est-à-dire, je veux dire, là, sous le poids des lobbies, avec des conflits d'intérêts énormes. Et on l'a vu encore récemment au niveau européen, ce qui permet aux lobbies de perdurer et de défendre leurs intérêts, ce sont des conflits d'intérêts, c'est-à-dire des gens reconnus comme experts qui sont en relation directe avec les intérêts qu'ils sont censés juger, voire contrarier. Alors ils font leur jeu. Et ce que je dis là, et là, c'est pas une caricature. Alors pour ce qui est, et c'est pas qu'une vrai pour la santé. Donc j'ai pas le temps de vous développer des preuves sur le fait que les taux progressent. J'ai insisté sur deux faits, notamment que ce sont les jeunes qui sont de plus en plus frappés par cela. Et si vous voulez, on sera au niveau des échanges, vous pourrez revenir sur le sujet. Or, l'alimentation a un rôle considérable dans l'état des lieux sanitaires très préoccupant pour notre santé en tant qu'individu, mais aussi pour la santé de la planète. Alors là, on peut parler de plein de choses en termes de pollution, mais s'il y a un phénomène qui détraille la chronique et qui devient de plus en plus préoccupant, il n'y a pas de semaine sans que les médias reviennent à la charge sur ce plan-là, c'est le problème de dérèglement climatique. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais je suis prêt à répondre aux questions sur la relation entre dérèglement climatique et alimentation, tout en vous disant quand même, et là, je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais au moins c'est de là à retenir, 80% des pathologies sont en relation avec l'alimentation, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est 80%, donc pas loin de 40% des cancers. Bon. Et 30% des gaz à effet de serre, donc des règlements climatiques, passent aussi par l'assiette. Si on est cohérent et si on ramène à l'assiette tout ce qu'on met en œuvre pour que tel ou tel aliment y parvienne, y compris le tiers des transports routiers européens qui roulent pour votre assiette. Là, on croit que la place sur les remorques sur la Calvoie, chez nous et partout en France, ils roulent pour votre assiette, entièrement creux. Peut-être plus qu'un point. C'est à mettre dans le bilan carbone de l'assiette et non pas le mettre du côté transport. Il y a une façon de comptabiliser aussi qui permet d'éviter une prise de conscience aiguë de la part des consommateurs. Donc si on mangeait bio et local, ça a du sens, doublement du sens. Je reviendrai sur le bio, mais sur le local c'est pas l'économie des transports, en tout cas de transport. Bon, en plus, si on peut manger des aliments peu transformés et peu conditionnés, et l'idéal c'est d'avoir recours à du vrac, comme il y a beaucoup de produits ici à côté dans les silos, dans les produits secs en grès, et bien vous faites aussi l'économie de la pollution en emballage. Donc vous voyez que des slogans bio et local, ou mettre en avant le local, ça a vraiment du sens pour les gens durables. Bon. Alors maintenant, on a affaire à un gros problème qui lui aussi perdure, vu du côté du consommateur, c'est aller vers le mieux, donc le bio, c'est bien, ok, c'est bien pour l'environnement, ça tout le monde s'accorde à le dire, ça sera bien aussi pour moi. Pourquoi alors en 2 mots? Parce que j'ai affaire à des aliments qui n'ont pas gêné la pollution et qui sont pas pollués par eux-mêmes, s'ils le sont, ils sont victimes de l'environnement. Il y a des contrôles qui veillent au train, qui obligent les produits bio à une obligation de résultat, pas seulement de moyens. Un produit bio qui a respecté scrupuleusement les cahiers des charges, qui néanmoins
présente une pollution à contrôle, il est déqualifié parce que de la pollution. Donc soyez rassurés de ce point de vue-là. C'est pas parce qu'on vit dans un environnement de plus en plus pollué que la bio perd son sens. Il y a des contrôles qui veillent au vin, au moment en tout cas. Et deuxièmement, outre la pollution, ce qui est quand même pas rien, il y a surtout, je dirais, moi médecin, le fait que quand vous avez affaire à un produit bio, vous avez des produits qui ont une densité nutritionnelle supérieure à leur équivalent non bio. Pour le même produit, bien sûr. Densité nutritionnelle, ça veut dire qu'il y a davantage de nutriments rapportés au poids. Donc si le bio est 25% plus cher et qu'il y a 25% de nutriments en plus, c'est pas un scandale. Ça, on oublie de le dire. Quand les meilleurs disent que le bio est plus cher, c'est un détail qui la recherche complètement. Et bien sûr, c'est pas 25% de nutriments en plus. Ça peut être 50%, 60%, voire 100%. Il y a plein d'études, comme on dit, on a la preuve que la bio est meilleure du point de vue nutritionnel. Et cette densité nutritionnelle porte surtout sur des nutriments qui sont très protecteurs pour vis-à-vis de facteurs de risque, vis-à-vis de la santé publique, notamment avec les antioxydants, avec les oméga 3, avec les fibres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui dit un plus bio dit un plus pour la santé parce que vous avez davantage de nutriments protecteurs pour votre santé. C'est pas rien. Bon. Le problème, c'est qu'il y a aussi un peu plus sur le prix, en moyenne, et ça, c'est une pierre d'achoppement, un frein majeur que vous renvoient régulièrement les médias, encore tout récemment. J'écoute régulièrement certaines émissions, et au fin du fin, quand on parle positivement du bio, ce qu'on vous renvoie à la figure, c'est bah oui, c'est trop cher. Bon. Et là, en toute modestie, je peux dire que j'ai fait la preuve à grande échelle, ici à Lorient, et ça a commencé au restaurant universitaire, quand on mangeait bio. Tout bio, régulièrement pour le même budget. Et ça a été, la preuve a été faite en restauration collective, ce qui n'est pas évident. Pas sur les détails, mais je pourrais vous donner quelques infos si vous le souhaitez tout à l'heure. Et il y a une recette, évidemment. Il y a un truc pour manger bio sans se ruiner. Même de la viande. Hein. Il ne s'agit pas de supprimer toute la viande, mais c'est de la réduire par contre. Et je n'en veux pas tellement à la viande, j'en ai fait tout autant. Mais d'une façon générale, ça se ramène à une notion d'équilibre. Il faut manger équilibré. Le problème, c'est que si vous posez la question à deux médecins ou deux nutritionnistes, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Il y a pas rapport, ils n'auraient pas la même réponse. Bon, donc il faut s'entendre là aussi sur les mots. Alors, à mon sens, manger équilibré, c'est commencer par le pilier du repas. Et si on est bien équilibré sur le pilier du repas, tout le reste va s'organiser presque automatiquement. Et c'est quoi le pilier du repas? C'est quoi l'apport dont vraiment on ne peut pas se passer au bout d'un certain temps, sinon vraiment on n'est pas bien. À commencer par sa défense immunitaire, c'est des apports en protéines. Parce que les anticorps, c'est des protéines. Puis c'est bien autre chose, les protéines. Donc il faut des protéines de qualité et elles-mêmes équilibrées. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais depuis l'après-guerre, tout se passe comme si on avait oublié que les protéines pouvaient venir du côté végétal. Protéines égale protéines animales. Et encore, dans protéines animales, c'est surtout de la barbaque. C'est surtout des protéines carnées. Bon. Alors ça, c'est très mauvais à tout point de vue pour l'environnement, pour l'économie, notre économie au sens macroéconomique. On est dépendant à 80% d'importation de fourrage pour nourrir nos élevages intensifs. Hein. Donc, déjà, on n'est pas obligé, c'est l'istinal aussi, hein, qui fait en sorte qu'on s'est rendu dépendant d'importation de protéines fourragères qui sont transgéniques à la clé. Donc, on peut faire l'équivalent chez nous, mais on ne le fait pas, parce qu'il y a des accords internationaux politiques qui fait que les Américains ont imposé leur loi là-dessus. Mais en plus, on consomme beaucoup trop de protéines carnées. Donc, au final, c'est aussi mauvais pour la santé, parce que manger trop régulièrement de protéines carnées, c'est ipso facto manger trop de graisses saturées, ce qui expose au surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires et certains cancers. Je voulais vous rappeler qu'il y a quelques mois, les médias ont balancé sans précaution oratoire un rapport de l'ONU selon lequel manger de la viande égale cancer. Je me rappelle ça, hein, ça avait fait l'effet d'une bombe.
Or, ce qu'il aurait fallu dire, parce que c'est pas un scoop sur le fond, il y a longtemps qu'on sait que manger trop régulièrement de la viande et aussi de la charcuterie, c'est même plus la charcuterie que la viande de ce point de vue-là, qui est un facteur de risque. Et c'est le fait de manger trop fréquemment qui est un facteur de risque. Vous mangez un steak, vous mangez un saucisson, comme ça, de temps en temps, ça ne va pas vous prendre le cancer. Et si ça fait partie régulièrement de votre palette alimentaire, alors là, oui, vous intégrez un facteur de risque. Donc c'est sur la fréquence qu'il faut jouer. Donc il faut réduire l'excès de consommation de protéines carnées, okay, pour manger davantage de protéines qu'on a abandonnées, oubliées du côté végétal, qui sont essentiellement des graines de légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, etc. Et les céréales à condition qu'elles ne soient pas ou peu raffinées. Et si d'ailleurs on associe les deux, parce qu'il peut y avoir un petit déséquilibre dans l'acide aminé dans l'une ou dans l'autre, il y a une complémentarité parfaite qui fait que vous avez un équivalent qualitatif entre une association de céréales légumineuses et une viande, un poisson, une protéine animale. Mais il y a quand même une grande différence entre le fait de manger trop fréquemment des protéines carnées et de manger des protéines végétales équilibrées. Et elles sont à deux niveaux qui sont très importants. Premier niveau, le plus nutritionnel, parce qu'avec les protéines végétales, vous avez bien d'autres nutriments qui ne se trouvent pas du tout ou en très petite quantité du côté animal. Côté animal, j'ai dit, c'est des graisses. D'ailleurs, les mauvaises graisses, on en mange trop souvent. Et puis de l'eau, évidemment, comme dans tout aliment. Du côté végétal, vous avez beaucoup de fibres, qui n'a pas du tout du côté animal. Et le fait d'être carencé en fibres, et nous le sommes, en termes de français moyen, c'était prouvé depuis plus de 15 ans par l'INSERM, ça expose aux maladies de surcharge, à certains cancers, aux maladies cardiovasculaires, au diabète. Excusez du peu, tous les grands problèmes de santé publique sont liés en grande partie au fait qu'on ne mange pas suffisamment de végétaux et donc de fibres. Et les fibres ne se trouvent que du côté végétal. Alors, il y en a évidemment les fruits et légumes, mais très peu par rapport aux légumineuses et aux céréales complètes. Vous avez compris tout l'intérêt nutritionnel de manger varié, et notamment végétarien ou végétalien. Et régulièrement. Et l'autre, le deuxième intérêt, et il est majeur, rapport aux freins qui perdurent dans l'opinion publique, c'est l'économie de moyens réalisés lorsqu'on varie son alimentation. Vous allez réduire des excès sur des produits onéreux, les protéines animales, parce que si vous comparez le prix d'un kilo de viande au prix d'un kilo de lentilles, même bio, c'est pas photo. Donc cette économie, elle va vous servir à acheter de la qualité, y compris pour la viande. Et c'est en fonction de ce principe que j'ai pu faire la démonstration en restauration collective que pour le même budget, au Resto de Lorient, on mangeait le bio. Et l'étudiant avait le choix, on n'imposait pas le bio. Imposer quelque chose dans l'absolu, c'est pas bon. On avait le choix. Il y a des gens qui voulaient rester à leur saucisserie, au bout d'un certain temps, ils jetaient un coup d'œil sur l'assiette du copain, puis il y en a qui sont venus au bio. Et aussi un élément très positif, je me rappelle, c'est qu'il y a pas mal de profs des lycées et collèges de la ville qui ont entendu parler du bio au Resto U, et de par le statut de prof, ont le droit de venir au Resto U. Mais dans le Resto U classique, ça ne leur donnait jamais l'idée de venir à la cantine du Resto U, parce que le Resto U n'avait pas une très bonne image de marque, parce que l'Orient, mais en général. Ils sont venus par curiosité, c'est beaucoup, j'en connais, j'en ai connu, qui ont été fidélisés au Resto U au Crous de Lorient par le bio. Bon, j'arrête là. Il y aurait bien beaucoup de choses à dire sur les enjeux de société liés à l'assiette pour faire le développement durable, pour l'environnement, pour la gestion des ressources, pour le social, qu'en faire l'emploi agricole. Quand même quelques mots de ce point de vue-là, c'est dramatique. Vous savez que les exploitations agricoles continuent de décroître à raison de 35 000 exploitations par année. Ça fait des années que ça perd. En 40 ans, c'est, je ne sais plus, c'est 2 tiers des exploitations qui ont disparu. Et les crises liées à la concurrence et au système économique dominant aidant, la désespérance dans le milieu agricole est telle que le taux de suicide rapporté aux professions est largement en tête dans le milieu agricole. Mais ça aussi c'est tabou, on n'en parle pas. C'est de l'ordre de 1 à 2 suicides par jour, vous imaginez? Quand il y a eu une épidémie entre guillemets de suicide à France-Télécom, on en a parlé, mais c'était loin de valoir, si je puis dire, le taux de suicide chez les agriculteurs.
Alors là, quand je salue les agriculteurs qui sont main dans leur boîte, qui savent très bien qu'à la prochaine crise, une partie d'entre eux sont condamnés à passer à la trappe, sur le plan économique, ben, y en a qui ne supportent pas et puis qui se font disparaître eux-mêmes. Bon, et ben, de ce point de vue-là, la qualité qui crée de l'emploi, on a des chiffres qui montrent que les fermes bio créent de l'emploi, c'est le plan de salut pour eux. Là aussi, nous, consommateurs, avons un rôle à jouer pour faire valoir au milieu agricole que la solution est de l'autre côté plutôt que de rester pieds et poings liés aux productifs agricoles. C'est pas rien ça. Alors j'arrête là et je vous donne la parole pour échanger, apporter votre témoignage, préciser des choses et parler de choses que je n'ai pas le temps d'aborder parce que nous sommes limités. On va arrêter, disons, dans une petite demi-heure. Hein. Voilà. Alors à vous la parole. Est-ce qu'il y a un micro à faire circuler ou est-ce que je vous prête un micro?